14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Il y a un mois à peu près, le chiffre de la natalité en France est tombé. Et devant cette baisse évitante de la natalité, de nombreuses personnes ont réagi. Alors certains voudraient pousser les femmes à faire plus d'enfants, tandis que d'autres se réjouissent de cette liberté d'être mère ou pas, que les femmes ont donc maintenant acquise. Alors je crois que vous imaginez assez facilement de quel côté je me pose. Néanmoins, la question du désir ou du non-désir d'enfant est une question que tout être humain devrait se poser franchement, parce que mettre au monde ou pas un enfant, c'est un choix de vie essentiel, c'est un choix de vie qui va avoir énormément de répercussions sur sa propre existence. Et malheureusement, et c'est peut-être par ça qu'on va commencer avec mon invité Christian Jamin, qui est à mes côtés et qui est gynécologue, les femmes n'ont pas tellement d'années pour se poser cette question-là. Et c'est peut-être par ça qu'on va commencer, parce que c'est important d'avoir les vraies informations sur la fertilité des femmes. Et puis, il pourra aussi nous dire quel est l'état d'esprit des femmes qui viennent le consulter, parce que parfois, certaines femmes, c'est ce qu'il me raconte de temps en temps, donc il va nous en parler dans un instant, certaines femmes viennent pratiquer une IVG alors qu'elles sont peut-être plus trop en âge d'être encore longtemps fertiles. Et puis, on pourra également aborder les différentes raisons qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes refusent de faire des enfants. Et puis bien sûr, c'est sur vous, mesdames, que l'on compte, pour que vous veniez nous témoigner votre désir ou votre non-désir d'enfant. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Christian Jamin, bonjour. Bonjour. Alors, première question. Un enfant quand je veux ? Si je peux, répond le gynécologue. Et oui. Et ça, c'est peut-être aussi un slogan qui a eu des répercussions un peu trop fortes sur la réalité de la fertilité féminine. Alors, comme pour paraphraser, je ne sais plus qui, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Parce que c'est moi qui ai été à l'origine de l'idée de parler de ça, parce que c'est un sujet qui me passionne. Ben oui. Mais vous devriez être heureux de... C'est ultra compliqué. J'ai obéi à vos désirs. Oui, mais je vous ai écouté, vous avez parlé de l'individu, vous n'avez pas parlé de la société. Donc, nous sommes aussi des animaux sociaux. Et donc, la diminution de la fertilité d'un pays, c'est sa disparition, ou en tout cas disparition de sa culture. Donc, il y a, c'est un vieux débat. Je citerai pas le nom du philosophe qui a été en grande partie à l'origine de ça, parce que c'est un philosophe maudit, c'est Charles Maurras, qui dit... On n'a pas entendu. Oui, oui, je l'ai dit, tiens. Donc, il y a l'individu, la société, la pérennité de la société et la pérennité de ce dont on jouit en France. Mais d'ailleurs, je vous signale que dans mon introduction, j'ai bien parlé des 2 réactions les plus importantes qu'on a entendues. En effet, ceux qui considèrent qu'il faut que les femmes se remettent au boulot, si je puis dire, et puis ceux qui considèrent c'est formidable que les femmes décident en leur âme et conscience d'être mères ou de ne pas l'être. Oui, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un problème mondial. Moi, en tout cas, dans nos sociétés occidentales. Mais pas seulement. Moi, j'ai été confronté à ce problème quand j'ai travaillé en Chine avec l'enfant unique. Pas en Afrique. Alors, c'est le seul endroit au monde où la natalité dépasse les chiffres de renouvellement des populations, c'est l'Afrique centrale, avec là des nombres d'enfants par femme qui sont très élevés. Mais même en Inde, même en Chine, dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Et par exemple, la Corée du Sud est à 0,7. Oui. Mais en même temps, Christian Jamin, puisque vous voulez aborder ce sujet, je vais me faire l'avocate de la partie adverse. On est très nombreux sur cette planète, et est-ce que c'est pas bien que la population diminue un petit peu? Et c'est ce que projettent certains sociologues qui disent normalement en 2040 on devrait diminuer le nombre d'humains sur la planète, puisque justement il y a moins de naissances. Si c'était simple, on n'en serait pas là, si je puis dire. D'abord, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences positives
et négatives. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est très compliqué, c'est pourquoi les femmes, les couples, choisissent de ne plus avoir d'enfants et pourquoi le choisissaient-ils avant. Donc là-dessus, moi j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas mal travaillé et donc c'est un sujet extrêmement compliqué parce que bon, on nous explique à juste titre que maintenant que les femmes font des études, ont des professions, qu'elles font moins d'enfants, c'est évident et je dis tant mieux pour elles. Mais il y a l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant dans un couple? Il y a l'enfant bonheur, et puis il y a l'enfant nécessité. C'était du temps où il n'y avait pas de retraite, par exemple. C'est ce qui s'est passé en Chine. Et donc, il y a 1000 façons d'aborder le sujet et je ne pense pas qu'une émission suffira. Non, mais j'ai plutôt envie, Christian Jamin, qu'on aborde ce sujet sur le désir d'enfant au sens humaniste du terme, et pas au sens sociétal. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut aider les femmes qui nous écoutent et les hommes qui nous écoutent, parce que beaucoup d'hommes aussi ont un désir d'enfant, ou pas de désir d'enfant d'ailleurs, hein, et ce qui pose parfois des problèmes dans les couples. Au fond, bien sûr, mais moi je suis pas ni politique ni économiste, donc restons peut-être sur le désir individuel de se projeter avec un enfant ou pas. C'est peut-être ça qui me paraît intéressant. Et peut-être commençons par rappeler aux femmes qu'on ne fait pas un enfant à n'importe quel âge, quoi. Alors ça c'est peut-être une vraie aussi, information. C'est un autre sujet, ça, oui, et très important, qui est pas totalement indépendant du précédent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un leurre de l'absence de vieillissement. C'est-à-dire que, en effet, la fertilité baisse rapidement avec l'âge, puisque à 30 ans, la fertilité est quasiment la moitié de celle de 20 ans, et qu'à 42, 43 ans, elle a quasiment totalement disparu, que la brutale chute de la fertilité, c'est 38 ans, alors qu'aujourd'hui, l'âge de la première grossesse à Paris doit être au-delà de 33 ans. Donc c'est un risque d'attendre, d'avoir un enfant après 30 ans, en fait. Oui, c'est ça. Disons-le. Disons-le, ce qu'il faut, c'est effectivement faire ses choix. Là, je partage totalement votre avis, mais il faut que ces choix soient éclairés. Et il y a aussi beaucoup d'illusions qui sont véhiculées par les médias en montrant des femmes d'un âge certain qui ont eu des enfants dont personne n'explique comment ils sont venus. Si, on sait, avec un don d'ovocytes, évidemment. Osons le dire. Je sais que vous pensez à quelqu'un en particulier. Je ne pense à personne. Oui, moi je sais. Mais je ne dirai pas son nom. Oui, c'est important. Et puis, vous m'aviez raconté ça plusieurs fois, des femmes qui ont 34 ans, 35 ans, qui font une IVG et qui, si ça se trouve, ne pourront plus être enceintes. Faut faire attention aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, alors ça, c'est l'information. Ça, c'est très important. Et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que oui, en effet, j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient, pourquoi pas 38 ou plus, faire une IVG. Et je leur dis, mais vous êtes sûr? Mais non, mais c'est trop tôt. L'année prochaine, probablement. Voilà. Donc tout ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, malheureusement, avec la nature et avec son corps et avec ses... Et puis il y a dans le non-désir d'enfant, il y a aussi toute une partie des femmes qui sont très dans l'éco-anxiété. Il y a des femmes qui sont peut-être inquiètes sur le plan matériel. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, pour avoir des enfants, il faut pouvoir les loger. Donc, les prix des appartements font que c'est devenu très compliqué. Il faut mettre pas en danger, mais il faut mettre un peu entre parenthèses ses ambitions professionnelles. Enfin, il y a 1000 choses qui font que, on peut être réticent et voilà. Et ça montre bien que la femme est plus libre qu'elle ne l'était, puisqu'auparavant, elle devenait mère, elle se posait pas toutes ces questions, c'était dans sa nature, si je puis dire. Et ça a bougé. Et c'est peut-être de ça aussi dont on peut parler. On a beaucoup de choses à dire. La religion aussi. Toutes les religions préconisent de faire beaucoup d'enfants. Et donc, le poids des religions dans nos sociétés est moins fort. Enfin, bref, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Eh bien, on va voir ce que elles ou eux, parce que les hommes sont évidemment les bienvenus aussi, vont nous dire sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, aujourd'hui gynécologue, endocrinologue, on évoque le désir ou le non-désir d'enfant. Et avec vous, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio. Maral, bonjour. Bonjour Brigitte et docteur Jamin également, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je passe dans votre émission. Eh ben, merci, félicitations. Et je vous écoute souvent. Je vous écoute et je trouve très très intéressant et je travaille souvent en même temps en fait. J'essaie de vous écouter en même temps. J'ai l'impression de m'écouter en même temps, de m'entendre en écho. Vous avez peut-être un haut-parleur, non? Non. Bon, écoutez, moi, nous, on vous entend très bien. Et puis, c'est pas grave, je vais rester comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, je vous appelle par rapport au sujet qui est très intéressant, mais je voulais commencer par vous informer que moi, j'ai eu un désir d'enfant. Oui. C'est pas mon cas de ne pas avoir de désir d'enfant. Et j'ai 5 enfants. À l'époque, j'ai commencé on a commencé, on va dire, avec mon ex-mari. Les 5 enfants viennent du même papa. J'avais 23 ans et dès que je me suis mariée, en fait, j'avais un désir d'enfant et bon, c'était réciproque avec mon ex-mari. J'avais énormément d'amour à donner et j'avais besoin aussi de recevoir. Vous allez dire peut-être c'est égoïste de vouloir recevoir de l'amour, mais... Moi, je dis rien du tout. Je trouve formidable que vous aviez envie d'avoir des enfants et que vous les avez eus et que vous avez vécu ce que vous aviez envie. Moi, je n'ai pas... Non, je n'ai aucun jugement, vous savez, Maral, de quoi que ce soit, d'ailleurs. Oui, non, je dis égoïste quand on dit on a besoin d'amour, c'est pas dans le contexte de vouloir... oui, mais enfin, mais en même temps, quand on a envie d'avoir beaucoup d'enfants, c'est aussi qu'on a beaucoup d'amour à donner. Hein. Je ne crois pas qu'on fait des enfants pour recevoir de l'amour, hein. Ou alors on se trompe. Hein. Oui, mais il nous donne énormément d'amour. Donc, au départ, nous voulions que 3 enfants et on s'est trouvé avec 5 enfants. Et ce que je voulais témoigner, en fait. Moi, j'étais un enfant abandonné par ma mère très très tôt. On était 2 avec mon frère. Elle nous avait abandonnés pour partir travailler ailleurs. Et puis bon, elle nous avait quittés pour un autre homme aussi que nous avons su après. À l'âge de 4, on avait 4-5 ans. Et puis on était avec un papa qui était très très sévère et qui est devenu alcoolique par la suite. C'était juste pour vous témoigner. Oui, c'est intéressant. Je vous en prie, Maral. Pour vous témoigner que ça pourrait être le contraire, en fait, quand on est abandonné par une maman qui part et de ne pas vouloir du tout d'enfant. Oui, dire comment je vais faire. Comment je vais faire si j'ai un enfant? Comment je vais l'éduquer? Comment je vais parvenir à... Eh bien, vous leur avez donné tout l'amour dont vous avez manqué. Exactement. Donc les 5 enfants, on avait pris la décision avec mon ex-mari de les élever, enfin de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants à 100%. Et justement, c'est par rapport à mon vécu que je voulais pas du tout les mettre ni à la crèche, ni les confier à une nourrice. Ne pas les abandonner. C'était mon choix, notre choix. Voilà. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est le vécu. Chaque personne réagit par rapport à son vécu. Il n'y a pas de protocole. Tout à l'heure, quand vous disiez, il faut pas faire. Non, il faut que je fasse attention à ce que je dis. qu'il faut commencer à faire à cet âge-là, etc. En fait, pour moi, il n'y a pas de protocole et d'âge. Bien sûr, il faut pas commencer très très tôt non plus, quand on n'est pas majeur, etc. Des petites jeunes filles qui tombent enceintes du jour au lendemain, qui font le choix de garder. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très très matures dans leur tête. Il y a plusieurs cas et moi je trouve que tout dépend du vécu.
dans mon entourage, je côtoie des gens qui n'ont pas d'enfants et qui me disent pour quelles raisons ne veulent pas d'enfants. Il y en a qui veulent pas concevoir parce que la vie coûte cher. Il y a plusieurs exemples. D'autres qui veulent leur liberté accrue, en fait, en couple, qui veulent rester complètement libres. Parce que pour eux, un enfant, c'est une contrainte, ils peuvent pas voyager, etc. Et puis, c'est bien aussi de... Enfin, c'est mon avis, hein, de ne pas trop réfléchir non plus. Si on réfléchit trop pour concevoir un enfant, comment on va faire, etc., on met déjà des barrières, en fait. Alors, ce que vous dites là, je suis assez d'accord, sauf que il me semble qu'à partir de 32, 33 ans, c'est quand même bien de se poser la question pour ne pas passer l'âge où ce sera difficile d'en avoir. Vous voyez, parce que si à 32, 33 ans, on n'a toujours pas d'enfant, c'est peut-être bien de se poser la question, est-ce que vraiment on n'en veut pas? Parce que si on découvre que finalement peut-être que c'est bien d'en avoir un, il est quand même temps d'y penser. Vous voyez, sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas même des femmes qui ont eu des enfants très très jeunes, à 16 ans, c'est parfois d'excellentes mères. Et puis, ce qui est formidable quand on a un enfant très jeune, c'est qu'on en profite vraiment parce que quand l'enfant a 20 ans, on en a 36, donc c'est presque une copine. Enfin, vous voyez, il y a pas d'âge, moi en tout cas, j'ai aucun conseil ou aucune injonction à donner. On va juste vous écouter tous et toutes, et Christian Jamin va également donner son expertise, mais il y a pas, enfin, on n'a pas à dire ce que doivent faire les femmes. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. La première chose, c'est l'information. Absolument. Et après, le choix. Mais il faut que les choix soient éclairés. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les conséquences pour la santé et pour sa vie de ces choix. Et je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien informé. Et en tout cas, les médias ont tendance à plutôt aller dans le sens de ce qui va faire plaisir au lecteur, ce qui est la moindre des choses. Mais il ne faut pas que ce soit fait au détriment de la vérité. Et puis peut-être qu'il y a une question qu'il faut se poser, et je vous la pose, Maral. C'est aussi le choix du père. C'est pas si simple de faire des enfants toute seule. Moi, je suis un petit peu embêtée de voir toutes ces femmes qui vont finalement aller faire des enfants par PMA, alors qu'elles sont tout à fait capables de faire un enfant avec un homme. Vous parlez de votre ex-mari en relativement assez bons termes, donc je pense que vous avez fait vos enfants ensemble. En couple. Oui, bien sûr. Voyez, donc mais il y a des femmes, comme vous disiez, par PMA, en fait, qui font le choix. Il y a des femmes qui veulent vraiment être seules, faire appel à un donneur, de faire pour que les auditeurs comprennent aussi PMA, la procréation médicalement assistée, c'est ça, hein? Oui, absolument. Oui. Oui, mais d'abord, est-ce que c'est bien pour elle, parce que c'est quand même une charge énorme, hein, d'élever seul un enfant, et ensuite, est-ce que c'est bien pour l'enfant? Non, pour moi, c'est pas bien. Moi, je pense toujours que c'est bien d'avoir un enfant toujours en couple. Ça me semble mieux. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, hein. Mais en couple bien équilibré quand même, hein. Non, mais je veux dire équilibré. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, qu'il soit bien dans la tête, qu'il soit prêt. Sur tous les niveaux. Pas dans le sens péjoratif. C'est bien équilibré et qu'il soit prêt. Après, on sait très bien qu'on se forme en couple et puis parfois les choses évoluent et changent. Mais mais encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, non, Christian Jamin? Oui, bien sûr. Et puis la société nous favorise actuellement l'individualisme.
parce que on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une cryoconservation folliculaire, et puis voilà encore un autre sujet. Et voilà un vrai sujet. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que 10% seulement des femmes qui font une cryoconservation folliculaire vont utiliser leurs follicules. Donc ça a un coût social. Actuellement, les dépenses de santé sont très importantes, et c'est aux politiques à faire des choix entre favoriser l'individu ou favoriser la santé. Je ne porte aucun jugement. Je dis simplement qu'il y a 1000 choix, 1000 réflexions à faire dans notre débat. Et comme on parle aujourd'hui qu'il est indispensable de faire des économies, c'est vrai qu'il faut faire les bons choix. Bon, en tout cas, merci Maral, et ça fait certainement très plaisir à Christian Jamin, parce que Christian, je sais que vous aimez les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, qui sont des femmes qui ont en plus pris le temps de les élever. Oui, moi, non, je les aime toutes, moi. Je les aime toutes, mais ce que je veux, c'est les aider à prendre leurs décisions. Moi, je pense que mon travail est là. Je suis pas là pour penser à leur place, mais je fais tout pour les informer. Et quand je vois une femme qui me dit à 35 ans, c'est encore un peu trop tôt, j'essaye de lui expliquer qu'elle prend des risques. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup de ce joli témoignage, Maral. On va se quitter un court instant. On reviendra avec ce Love Conseil. L'IVG, est-ce que c'est un problème de femme ou un problème de couple? Oui. Aujourd'hui, avec Christian Jamin, nous parlons du désir ou bien du non-désir d'enfant. Venez en parler avec nous. Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, voilà un Love Conseil un petit peu en relation avec le sujet du jour. Est-ce que l'IVG est un problème de femme ou un problème de couple? C'est vrai que l'IVG semble être devenu un acte banal. Ça reste quand même néanmoins, je crois que vous êtes d'accord avec ça, une épreuve, parce que décider de stopper un début de grossesse, c'est loin d'être un acte anodin, c'est bien de le rappeler, même si aujourd'hui ça se fait en avalant parfois un cachet, c'est moins abrasif qu'avant, mais c'est quand même sur le plan psychologique, c'est pas anodin, vous êtes d'accord? Complètement. Bon. Alors, donc, à part les situations où la femme est totalement célibataire et se retrouve enceinte par accident avec l'un ou l'autre de ses amants, bon, là, on comprend que ce soit sa décision à elle uniquement. Sinon, je voudrais juste rappeler que c'est quand même peut-être une décision de couple. Et malheureusement, beaucoup de femmes, aujourd'hui, préfèrent la prendre seule, ce qui non seulement accroît leur malaise, parce que quelque part, elles font quelque chose en secret de leur compagnon, mais ça entrave aussi la qualité de la relation. Et pour de nombreuses femmes, la maternité fait partie de leur univers et l'homme n'est pas du tout impliqué. Donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait quand même une communication qui doit tenir compte de cette différence. C'est vrai que pour l'homme, il ne s'agit pas encore de supprimer un petit être, tandis que pour la compagne, ça risque d'être vécu comme ça. Puis à ça s'ajoutent également les visions culturelles ou religieuses qui sont parfois différentes dans le couple. Donner la vie, ça peut représenter un acte sacré et donc le retirer un acte impossible. Et je pense que c'est important de respecter évidemment la liberté de chacun, mais tout de même, quoi qu'on en dise, c'est quand même la femme qui va être la plus impactée puisque ça se passe dans son corps. Et il peut y avoir des conséquences, une déprime, une culpabilité, un sentiment de rancœur pour son partenaire d'avoir été obligé de pratiquer l'IVG. Et puis, je crois quand même que sur un plan très symbolique peut-être, mais quand même, un enfant qui pourrait naître, c'est le fruit d'un amour. Et le refuser, ça signifie d'une certaine manière que le couple renonce à cet amour, au sens symbolique, je dis bien. Et ça va donc forcément résonner ensuite. Et c'est vrai qu'une IVG qui aura été mal discutée, ça peut devenir un obstacle pour la suite du couple. Voilà, donc je voulais juste rappeler que d'abord l'IVG c'est pas du tout un acte anodin et que c'est quand même pas uniquement un acte qui concerne la femme. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, encore faut-il que l'enfant soit l'enfant d'un couple. Et c'est-à-dire qu'il y ait... Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début. De toute façon, si elle est célibataire ou si elle a plusieurs amants, ça ne la concerne pas. Ou elle a pris la décision seule, ou lui a pris la décision seule, parce que quand on a une contraception par préservatif ou retrait, c'est quand même
majoritairement, enfin souvent, la décision de l'homme. Donc, oui, il y a une implication des deux. Et pas forcément une responsabilité des deux. D'accord, mais on sait très bien que beaucoup de contraceptions ont des échecs et on peut très bien se retrouver enceinte à cause d'un accident. Et donc là, c'est la faute de personne. C'est la troisième voie, si je puis dire. Oui, c'est la faute de personne et en même temps, qu'est-ce que fait le couple, bien sûr. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur ce sujet délicat. Marc, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors... Allez-y, on vous écoute. Vous avez eu envie de témoigner sur ce sujet, c'est très bien, parce que c'est aussi un sujet d'homme, le désir d'enfant. Oui. Alors, contrairement à l'auditrice précédente, moi, c'est pas la première fois que je passe à l'antenne, mais je suis toujours aussi impressionné. Donc, je vais essayer d'être clair dans mon propos. et je voulais revenir peut-être sur un point qu'elle a dit, sur lequel vous avez rebondi, Brigitte, et lorsque vous avez dit, oui, elle a dit, j'ai eu des enfants pour moi, en recherche d'amour, par égoïsme. Et vous avez dit oui, on n'a pas des enfants par égoïsme. Bon, pour autant, ça peut être une façon de se soigner, parce que les gens qui ne pensent pas forcément aller voir un psychologue ou qui ne sont pas forcément conscients de leurs problèmes, ne pensent pas forcément à aller voir des spécialistes. Et c'est vrai que la tendance simple serait la solution de facilité pour ces personnes-là serait d'avoir des enfants. Et à la limite, pourquoi pas. Alors, vous avez raison, mais ça, il ne faut pas le dire. Et de tout ce que ça va générer, quoi. Vous avez raison, mais il ne faut pas le dire. Ah bon, d'accord. L'enfant pansement, ça n'existe pas, Marc, enfin, voyons. Oui. Bon. Alors, ça, c'est l'enfant pré-divorce. C'est-à-dire mais là non plus, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui naissent pour essayer de recoller des couples et ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Non. Voilà. Mais je pensais, vous savez, à des émissions dans les années 80, Vita Vie ou autre, où des gamines de 16 ans, enfin des jeunes femmes de 16 ans avaient des enfants et puis on leur disait, c'est bien, c'était ton envie, tu t'es exprimé et autres, sauf que derrière, ils n'étaient pas forcément conscients de tous les sacrifices que ça allait générer, enfin sacrifices dans l'intérêt de l'enfant évidemment, parce que ça peut être des plaisirs et ça je vais y venir, et donc c'était ça que j'avais en arrière de fond, quoi, et qui me gênait un peu, quoi. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire là sur les enfants, sur les jeunes filles, les petites filles ou les jeunes filles de 16 ans. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les enfants doivent devenir adultes plus vite que c'était jusqu'à présent, et sauf pour ça. Oui, mais il y a aussi chez certaines... D'ailleurs, on sait qu'il y a des femmes, des jeunes femmes de 15-16 ans qui se retrouvent enceintes de manière soi-disant accidentelle, et qu'en fait, c'est qu'inconsciemment, elles ont besoin de se prouver qu'elles sont fertiles. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à comprendre, parce que quand on devient une femme, on a parfois envie de montrer qu'on est capable d'être mère. Donc tout ça est complexe. De toute façon, vous savez, Marc, on fait un sujet aujourd'hui terriblement compliqué. Tout à fait. Et parfois aussi, c'est même pour la recherche d'un statut dans la société. Aussi. Elles existent. Aussi. Ou pour s'attacher à un homme, ou pour. Enfin, il y a énormément de raisons qui sont acceptables. Je crois qu'il n'y a pas à juger. Il y en a, c'est pour pouvoir avoir un crédit. Enfin, on sait dans certains pays qu'il y a des lois qui favorisent tout ça. Enfin bon. Mais vous avez eu des enfants, Marc ? Alors voilà, moi, le but c'était de raconter mon histoire. En fait, voilà, moi j'ai eu un enfant malgré moi. J'étais avec quelqu'un qui un jour m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle le gardait. Bon, moi, elle avait 40 ans, moi j'avais 43 ans, et elle avait déjà eu des enfants d'une première union forcée. Et donc... j'ai dû faire avec, mais comme ça, c'était une personnalité très difficile. On n'est pas resté longtemps ensemble alors que la petite était née. Donc, elle est restée avec sa maman pendant longtemps, avec le droit qu'on octroie aux parents en général. Et c'est là, malgré tout,
même avec un week-end sur 2 et la moitié des vacances, où j'ai découvert le plaisir d'être père, où j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, comme j'ai eu une vie sentimentale pas très stable et jamais s'est posé la question d'un mariage et d'avoir des enfants, bon, elle m'a mis au pied du mur, mais finalement, ça s'est révélé quelque chose de très agréable, à tel point que je déplorais que notre relation n'ait pas duré ou que j'ai pas rencontré quelqu'un d'autre, parce que j'aurais bien aimé Vous avez en avoir découvert d'autres. le plaisir que c'est d'avoir un enfant, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Bon, il se C'était une trouve fille que- ou un garçon? C'est une fille? Une ou- fille. Et Une fille. elle a quel âge aujourd'hui? Alors, elle a 16 ans Bon. et elle m'a été confiée par le juge des enfants à 9 ans, parce que, comme je vous le disais, la maman était particulière. Bon, je ne regrette pas, elle est restée avec sa maman qui avait des qualités maternelles, donc jusqu'à 9 ans, ma foi, il n'y a pas eu trop de dommages, mais le juge, à 9 ans, elle s'est plainte et le juge me l'a confiée, et donc j'ai récupéré à partir de 9 ans, et elle a 16 ans maintenant. Bon, elle a 16 ans, donc dans quelques années, vous allez être un grand-père extraordinaire, Marc. Ah bon? Ouais. Bah oui, Je suis parce que content de le savoir. vous allez réparer ce manque, visiblement, que vous avez découvert, il me semble. Oui, Hein. mais j'ai la prétention Croyez d'être pas, jeune dans Christian? l'esprit Oui, il encore, faut se hein. méfier que ce soit bien dans quelques années. Mais je me sens jeune, hein, j'ai pas forcément envie d'être grand-père tout de suite non plus. Bah, si je fais un calcul, vous avez 42 plus 16, hein, oui, vous avez l'âge d'être grand-père, Marc. Hein. Ah oui, oui. Oh, on me donne toujours au moins une dizaine en moins. Hein. Bon. Ah, bon. Non, mais ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que au final, parce que bon, c'est sûr que ça demande entre guillemets des sacrifices, parce que évidemment, comme le disait Christian, il faut s'adapter. On fait pas les mêmes choses quand on a des enfants que quand on n'en a pas. Et c'est en ça que moi j'ai apprécié de l'avoir tard, parce que j'avais vécu beaucoup de choses. Moi, je suis un passionné de l'international, j'ai beaucoup voyagé, et à la limite, il me restait plus que ça à vivre, et je l'ai vécu pleinement, et encore maintenant, ça me pose pas de problème maintenant de faire le taxi à 16 ans pour ces activités, j'organise par rapport à mon travail, et c'est toujours un plaisir. J'ai pas l'impression de faire concession, parce que ce qui me semble maintenant, c'est que, en fait, parce que si finalement, quand on part, si on n'a pas vécu ça, qu'est-ce qui reste derrière nous? Qu'est-ce qu'on a transmis? Il reste le néant. Enfin, c'est l'impression que ça me fait. Alors, évidemment, les professeurs, tous ceux qui donnent, qui ont un métier où ils donnent, ils transmettent, à la limite, ils sont immunisés de ça. Mais pour des gens, des citoyens moyens, comme je suis, ben, D'abord, vous n'êtes pas un citoyen moyen, vous êtes un individu, vous êtes unique. Oui. Je ne veux absolument plus entendre ce genre de choses dans cette émission. Bon, enfin, Mais en revanche, ce que vous dites qui est très très juste, évidemment que le fait d'avoir des enfants donne un sentiment de quelque part d'éternité. On a transmis nos gènes, on a aussi ça en nous. Mais bien sûr. Et c'est une raison d'avoir des enfants aussi, bien sûr, de pouvoir se dire, au moins après moi, il y aura quelque chose de moi qui reste. C'est tout à fait on aura transmis. Mais Oui, on ne transmet pas que ces gènes, on transmet ce que la vie vous a appris aussi. c'est vrai. Hein, tout n'est pas Les valeurs. les valeurs. Il y a des tas de choses qui prennent des années avant de les ingérer, si je puis dire. Et on a envie de transmettre ce que la vie vous a appris. Oui, oui. Et si on ne se sent pas en capacité, on peut se limiter à un. Hein. Déjà, ce serait énorme. Il vaut mieux en avoir un et bien l'élever que d'en avoir trop, et bien sûr. Mais écoutez, merci Marc, parce que ça montre bien, encore une fois, et moi je ne cesse de le répéter, parce qu'on a toujours tendance un peu à critiquer les hommes, mais les hommes aussi sont des pères formidables, et c'est ça qui était important, parce que on l'entend dans votre témoignage, toute cette sensibilité que vous avez vis-à-vis de votre fille. Merci Marc. Une petite pause et on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh oui, le désir d'enfant, on en parle avec Christian Jamin qui est avec nous et Karen qui nous rejoint. Bonjour Karen. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc vous n'avez pas eu d'enfant. Est-ce que c'est un désir vraiment, ou est-ce que c'est les circonstances qui ont fait ça? Alors
Alors en fait, quand mon ex-mari a voulu un enfant quasiment très peu de temps après qu'on se soit rencontrés, pour moi c'était trop tôt. Je m'étais occupée de mon jeune frère puisque notre maman était décédée de bonne heure et j'avais envie de profiter et j'avais pas envie de me lancer dans l'éducation, avoir un enfant, etc. tout de suite. Et quand j'ai été prête, lui en fait n'en voulait plus. Donc là ça a été un petit peu compliqué et par amour en fait j'ai accepté de ne pas en avoir parce que ça me paraissait plus, lui il voulait pas bouger de sa position et par amour en fait je me suis dit que la relation avec mon mari était plus importante que le fait d'avoir des enfants. Donc vous êtes resté avec lui en acceptant son choix, hein. Ouais, je suis restée avec lui en acceptant son choix et ça m'a pas dérangée en soi. C'est vraiment une décision que j'ai prise sereinement, on va dire. Alors probablement que le fait d'avoir perdu ma maman jeune avait généré des craintes aussi dans le fait d'avoir un enfant. Alors je pense que quel âge vous aviez quand vous la perdez? 20 ans. Oui. Et donc en fait probablement que si j'avais eu un mari qui avait absolument voulu avoir des enfants, j'en aurais eu. Mais j'avais vraiment des grosses craintes sur ce qui pouvait m'arriver et le fait de laisser un enfant ou des enfants sans leur maman. Et au final, je regrette absolument pas. Et je me dis presque qu'aujourd'hui, pour avoir des enfants, il faut presque être courageux si on prend la vie en général. Alors heureusement qu'il y en a qui ont cette insouciance ou ce courage-là. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément une vision très positive actuellement du monde. Et si en fait... Je sais pas. Vous voyez, ça me fait penser toujours au fait que le mot courage vient du mot cœur. Et je crois qu'en fait, quand on a envie d'avoir un enfant, on a tellement envie, le cœur est tellement ouvert à ça qu'on a le courage qu'il faut, quoi. Oui, c'est probable. Mais peut-être que ce courage-là, moi, je ne l'ai pas eu et que c'était pas si je pense que vous l'auriez eu si vous aviez été enceinte. Enfin, il me semble. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian, mais le courage, c'est d'avoir un enfant, mais c'est aussi de ne pas en avoir. C'est-à-dire que dans la vie, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire par inconscience, en étant conscient de son inconscience. Non, mais moi, je vis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais en disant, mais je suis fou de faire ça, j'y arriverai jamais. Et ben, finalement, souvent j'y suis arrivé, donc je pense pas que ce soit du courage que de trop réfléchir. Voilà. Et moi, je crois pas que c'est plus dur. Karen, je crois pas que c'est plus dur aujourd'hui d'avoir des enfants qu'il y a un siècle, et certainement plus facile qu'il y a 2 siècles. Hein. Je pense que si j'étais dans cette situation-là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vu l'âge que j'ai, de toute façon, j'en ferais pas et je n'en ai pas le désir. Mais je pense que si j'avais 25 ou 30 ans aujourd'hui, je serais bien ennuyée parce que je me triturerais le cerveau et l'esprit pour savoir ce dont j'ai vraiment envie et ce qu'il est bon de faire. Et me connaissant, je ne suis pas sûre d'être capable d'avoir le lâcher prise nécessaire. Ah oui, c'est bien ce que je dis, il ne faut pas trop réfléchir. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Dans ma famille, il y a deux pitchouns qui sont nés il n'y a pas très longtemps et à la fois je me dis que vu les parents, ça va faire vraisemblablement normalement des enfants bien câblés, bien structurés, éduqués, etc. Et ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir dans le fait que justement ces enfants-là vont pouvoir faire de belles choses, porter une belle parole, etc. Et là ça redonne de l'espoir. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que c'est du courage d'en avoir et du courage de ne pas en avoir. Et il y a aussi moi ce que j'ai vécu pour le coup assez fort, c'est le regard des autres.
et le regard des autres de ah bah t'as pas d'enfant. Et même encore aujourd'hui, quand je me permets pas une remarque désobligeante, mais juste de donner un avis en ce qui concerne un enfant, l'éducation, des choses comme ça, je précise toujours, je sais, j'en ai pas eu, mais voilà, et j'expose ce que j'ai à dire, mais comme si j'avais un manque de légitimité dans ce que je pouvais dire. Ça, c'est assez juste ce que vous dites, comme si, parce qu'on a été parents, on sait forcément. Et voilà, quand on voit certains parents, on se pose des questions, je suis d'accord. C'est ça. Et puis il y a le poids de la société. Je sais que mon ex-beau-père, notamment, pendant longtemps, alors que moi j'y étais vraiment pour rien, que c'était plus son fils qui freinait des cas de fer, nous faisait la remarque, alors quand est-ce que vous me faites un petit-fils, quand est-ce que vous me faites un petit-fils, et un jour j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, tu cadres ton père parce que moi je vais pas entendre un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 ce genre de remarques parce que c'est déjà difficile pour moi, donc j'ai pas envie d'entendre ça. Et a posteriori, il a compris pourquoi on n'en avait pas eu, même si ça l'ennuyait. Mais il y a tout ça. Il y a vraiment le poids de la famille, le poids de la société, qui parfois peut être pressant et qui pourrait ne pas faire prendre une décision en son âme et conscience, je veux dire. Là où vous avez raison, c'est que forcément les parents mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils aient des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on constate très fréquemment. Il y a cette sorte de puissance familiale. Oui, et puis c'est la validation de leur choix à eux. C'est-à-dire que moi, je l'ai bien fait, pourquoi tu le fais pas, quoi. Oui. Mais même, ça va même au-delà. J'ai mon cousin et filleul qui est homosexuel. Ma tante a 2 enfants. Sa fille a eu deux petits garçons. Et avec un peu d'amertume, elle me dit bon bah de toute façon, je sais que ma fille n'en fera pas d'autres. Et puis bah c'est pas de l'autre côté que je vais en avoir. Donc elle fait le trait sur une petite fille, par exemple. Et ça encore que j'ai entendu récemment, et je vais vous le dire parce que moi ça m'a un peu choqué. C'est un homme qui est homosexuel et qui a eu 2 enfants par GPA, je n'en dirai pas plus. Et à un moment donné, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit oui, parce que ma mère supportait pas de pas être grand-mère. C'est quand même un peu effrayant, vous voyez, comme quoi on peut en arriver à faire des choses... Oui. Alors, mon filleul n'irait pas dans ce genre de choses-là, et puis lui, il n'envisage pas du tout d'avoir des enfants. Mais voilà, sa mère, elle a une certaine frustration de ne pas avoir eu de petite fille. Oui, bien sûr, voilà. le pouvoir des parents sur nos vies, de toute façon, parce que là, en l'occurrence, votre beau-père, quelque part, il ne vous respectait pas, vous, dans son désir d'avoir... que vous ayez des enfants, oui, bien sûr. Oui. Et puis, alors peut-être que ça existe de moins en moins, et je pense que ça peut jouer aussi, justement dans cette sorte de mainmise de la part de la famille. Il y a aussi le fait de faire perdurer les générations, de faire perdurer les lignées, faire perdurer le nom, et tout ça aussi rentre en ligne de compte. Et même si à la limite c'est pas forcément toujours dit de manière très marqué, c'est quelque chose qui peut se ressentir aussi. C'est d'où la... Alors, ça change un peu maintenant, puisque les femmes peuvent garder le nom du père. Mais il y a une époque, il fallait surtout avoir un fils pour que le nom ne disparaisse pas. Il y avait cette puissance-là du nom qui était très forte, oui. C'est ça, et je trouve ça tellement... j'allais dire irrespectueux, mais c'est pas forcément tout à fait irrespectueux, parce que c'est pas fait de manière méchante, mais comme vous dites, le pouvoir des parents, ou même des remarques d'amis, ou de gens que vous voyez, ah ben oui, mais t'as pas d'enfant, ah bah mince, comment, enfin, alors les gens, à la fois il y a un côté un peu gêné, dans le sens où t'as pas pu en avoir parce que physiquement, médicalement parlant, tu pouvais pas, ou est-ce que c'était un choix ? Et presque, moi, il y a eu des fois où j'aurais presque eu envie de dire, alors que bon, j'aurais pas menti pour autant, mais que c'était parce que je n'en ai pas pu en avoir, plutôt que ce soit un choix. Parce que quand c'est un choix, tout de suite c'est négatif. Oui, vous êtes un peu égoïste, Karen, reconnaissez-le.
Oui, c'est vrai. Mais non, par je contre, plaisante, je plaisante. Mais par contre, je valorise le côté positif de l'égoïsme parce que aujourd'hui, même si j'avais toujours été avec mon ex-mari, je ne ressens absolument pas le fait de ne pas avoir d'enfant comme un manque. Et justement, pour le coup, ça nous a permis de vivre de manière un peu égoïste et presque de ne pas se sentir vieillir. Alors peut-être que c'est une question de caractère, mais il n'y a pas ce côté juste... je vieillis à travers mes enfants. C'est juste aussi. Vous avez dit beaucoup de choses importantes et intéressantes, Karen. Merci de ce témoignage qui est très lucide. Hein. Oui, mais c'est difficile d'élever des enfants et on est souvent fier de la culture qu'on leur a donnée, de la réflexion qu'on leur a donnée, et l'idée de transmission du nom ou de cette culture de famille ou de société, moi ça ne me paraît pas négatif, ou au contraire. Mais pas du tout. On continue après les infos, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Avec Christian Jamin, aujourd'hui nous parlons du désir d'enfant et pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas désirer d'enfant. Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. À midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, vous êtes gynécologue endocrinologue. On parle aujourd'hui du désir et du non-désir d'enfant. Non-désir d'enfant qui visiblement est de plus en plus fréquent dans notre société, dans le monde, hein, vous le disiez, puisqu'on voit même des pays encore plus atteints par la baisse de la natalité que la France. Hein. On se maintient plutôt bien malgré tout, hein, si on regarde tous les pays. Moins mal. Oui, moins mal. Ce serait plus juste. Et donc on en parle ensemble. Je trouve qu'on a entendu déjà beaucoup de choses très très variées dans cette première. Ça montre bien qu'il n'y a pas de règles, quoi. Parce que c'est quand même très compliqué. Qui peut se permettre de dire la raison pour laquelle il faut ne pas faire des enfants? Oui, enfin, il y a des gens qui nous ont expliqué pourquoi ils avaient eu envie de faire des enfants. Donc, ce qu'on n'a pas eu beaucoup, c'est pourquoi aujourd'hui je ne veux pas, ou j'ai peur, ou je ne choisis pas d'avoir des enfants. Donc, alors, appel à témoignage. D'accord. Eh bien, si vous êtes une femme et que vous avez vraiment décidé de ne pas en avoir, appelez et vous nous raconterez pourquoi. Marie est avec nous. Bonjour Marie. Merci de prendre la parole. Bonjour docteur. Bonjour. Brigitte. Alors, excuse-moi, c'est la première fois que je passe à l'antenne. Je vais essayer d'être concise. Non, merci beaucoup en tout cas. Voilà, moi je voulais parler. Moi j'ai eu un gros désir d'enfant, contrairement à Karen, l'auditrice précédente, depuis mes 12 ans. Voilà, on était en bonne fratrie, des bons parents, j'ai eu une enfance très heureuse. Et depuis petite, j'avais envie d'enfant. Moi je pense que ce qui m'a manqué, c'est un petit frère ou une petite sœur. Je pense que c'est ça. Et malheureusement, mon parcours de vie a fait, notamment une maladie, m'a fait que je n'ai pas pu en avoir. Et ça a été, encore aujourd'hui, j'ai pas fait complètement le deuil parce que je pense qu'on peut jamais faire le deuil de ça. Surtout quand on est une grosse envie d'être maman. Je peux tout à fait l'entendre, évidemment, parce que c'était pour vous une réalisation de votre féminité d'être mère. Exactement. Et mais par contre, je voulais aussi, j'ai fait aussi du coup, j'ai vraiment tout fait pour le faire malgré les grosses difficultés et tout ça. Donc j'ai fait, je suis passée par la fécondation in vitro pour essayer. Avant j'arrivais à tomber enceinte, mais les grossesses ne tenaient pas. Donc je suis passée par des curetages. Voilà. Ça c'est terrible en plus, parce que à chaque fois c'est un deuil impossible à faire. Mais ce que je voulais un petit peu témoigner, c'est de dire que moi, ce que je trouve personnellement, en restant en général sur votre thème, c'est que moi je trouve qu'il y a vraiment un manque d'information pour les jeunes.
actuellement sur... alors on a toutes les contraceptions du monde, puis on a encore beaucoup de femmes qui prennent ça pour une contraception, l'IVG. Et ça, c'est Dixit aussi, mes gynécologues, qui étaient superbes avec moi. Je pense que le docteur pourra un petit peu le confirmer aussi, ce qui est malheureux, je trouve. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout contre l'IVG. J'estime que ça dépend de la personne elle-même, de sa situation, de son propre choix. Voilà. Malgré tout ça, je ne suis pas quelqu'un qui soit contre l'IVG parce que j'estime qu'on doit avoir le libre choix. On sent chez vous beaucoup de réflexion et vous avez fait le chemin qu'il faut faire par rapport à votre parcours et le deuil qu'il a fallu faire. Mais ce qu'on ne dit pas assez aussi, et je demande à Christian Jamin de préciser ce que je vais dire, les FIV ne marchent pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas la solution miracle. Il y a plus d'échecs que de réussites, malheureusement. Alors ça, c'est une très bonne remarque parce que en fait... Merci docteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont persuadés que la FIV, c'est la panacée. En réalité, la FIV n'améliore pas de manière intrinsèque la fertilité, c'est-à-dire elle permet de s'exprimer quand il y a des obstacles, mais si on n'est pas fertile, la FIV ne change pas grand-chose, sauf si on fait appel à des dons d'ovocytes ou des dons de sperme, etc. La FIV, ça permet de gagner du temps et de supprimer les obstacles qui s'opposent à l'expression de la fertilité. Mais la FIV, en elle-même, ne change pas la fertilité intrinsèque. Voilà, c'est bien aussi de le rappeler parce que c'est pas... Et donc, quand on a dépassé l'âge, par exemple, eh bien, la FIV, ça permet de gagner du temps parce qu'on se bat contre le chronomètre. Mais en dehors de ça, ça n'améliore pas réellement la fertilité quand elle est basse. Mmh. Oui. Si je peux intervenir. Oui, voilà, allez-y. Excusez-moi, c'est ce que je pensais, c'est que je trouve qu'il y a un manque énorme d'informations sur le problème de la fertilité chez les jeunes. Et dû à la société, puisque maintenant, les femmes font des études, donc on repousse le moment de faire des enfants. Mmh. Pour avoir une meilleure vie, bien sûr, mais on ne parle pas assez de ce problème de fertilité. Qui baisse au fil du temps. Et puis Christian Jamin, c'est Christian Jamin qui me disait un jour où on parlait justement de tout ça, que en fait les couples aussi se mettent à prendre l'envie de faire un enfant alors qu'ils sont déjà en couple depuis pas mal de temps, donc ils font beaucoup moins l'amour. Ça fait partie, ça fait partie du jeu, si je puis dire. Ouais. Avant, quand on se mariait, d'abord, souvent, on était vierge. Donc, il y avait un vrai bond de sexualité mais aujourd'hui, effectivement, les couples essayent de faire des enfants alors qu'ils sont ensemble depuis 10 ans. Et moi, j'explique tous les jours, que le meilleur moyen de faire un enfant, c'est de faire l'amour. Et que souvent, les couples, quand ils veulent des enfants, ne font plus assez l'amour. La fertilité est maximum pour un rapport tous les 3 jours. Oui, donc s'ils font l'amour une fois par semaine... Si on fait l'amour une fois par semaine, ça suffit pas. Et encore une fois par semaine, il y a beaucoup de couples pour lesquels c'est beaucoup. Donc il faut... Et puis, cette fausse idée de la fertilité du 10e ou 14e jour du cycle, ça c'est de la théorie. En pratique, j'ai vu des femmes enceintes avoir eu des rapports au 2e jour de leurs règles. Donc ça veut dire qu'il faut faire l'amour tout le temps et tous les 3 jours. Voilà. Oui, et puis vous avez raison aussi, Marie, l'IVG ne devrait pas être un moyen de contraception, même si bien sûr on est pour que chaque femme ait le droit de pratiquer une IVG. Mais c'est vrai vous avez raison, vous l'avez souligné, c'est aujourd'hui un peu trop, alors que c'est pas anodin non plus de pratiquer l'IVG. Puis la FIV est aussi, c'est un parcours du combattant. Oui, ça détruit les couples, et ça détruit beaucoup de couples aussi. Exactement, oui. Mais en plus, je veux dire, c'est pas une solution miracle. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Voilà. Et je trouve que sur ce sujet-là, les jeunes sont pas très informés.
On est là pour ça aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Merci. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai vécu ça, enfin, mes premiers problèmes, c'était dans les années 2000. On parlait déjà de la baisse de la fertilité. Avec les gynécologues, ils faisaient des réunions là-dessus. On est en 2025. Moi, je trouve que, malheureusement, ça n'a pas changé. Pour prévenir les jeunes qui veulent des enfants, quoi. Qu'il faut pas non plus tarder. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez participé à l'information, Marie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, on va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vos témoignages. Donc, si vous avez choisi de ne pas avoir d'enfant et que vous voulez expliquer pourquoi, Christian Jamin vous attend. N'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous parlons aujourd'hui de la fertilité, du désir d'enfant, de la baisse de la natalité, avec Christian Jamin qui est avec nous, désespéré d'entendre tous les jours des femmes qui considèrent que c'est pas encore le moment. Hein. C'est surtout ça que vous entendez en fait. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et, enfin, pas que ça. Il y a des femmes qui ont, par choix, décidé de ne pas avoir d'enfants. Mais pour l'instant, on repousse de manière non raisonnable. Le temps a une grande importance. Et oui, parce que la fertilité, finalement, chez une femme, elle n'est pas très longue. Hein. La fertilité baisse, la sexualité aussi, et ça fait deux arguments pour dire que... Oui, il y a deux paramètres qui rendent, après, la possibilité d'être enceinte compliquée. Sylvie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian, ravi d'être à l'antenne. Mon histoire après tous ces témoignages est simple. Effectivement, j'aurais eu envie d'avoir des enfants, mais j'ai choisi le seul homme dont j'étais amoureuse qui, lui, n'en voulait pas. Il avait déjà une fille d'une première union. Et bon, d'abord, je me suis dit, si on s'aime, c'est impossible. Mais bon, il était ferme. Et par amour, j'ai décidé de pas en avoir parce que toutes les copines me disaient, mais tu lui dis pas, tu arrêtes la pilule, etc. Et j'ai dit, non, moi j'ai une sœur aînée qui a un enfant autiste et je sais trop qu'on gagne pas forcément à tous les coups. Et c'est ça qui a motivé mon souhait de ne pas en avoir. Voilà. Donc, c'était un choix. Et puis c'est quand même, je veux dire, sur le plan éthique, c'est quand même mieux de respecter. Évidemment. On fait pas un enfant dans le dos d'un homme. Exactement. Et ça me paraissait impossible quand on aime, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, et puis je voulais l'élever à deux. Après, j'ai parlé d'adoption. D'ailleurs, à ce sujet, l'autre jour, j'en parlais avec Vincent Hupertan, qui revenait d'un séminaire sur la vasectomie et qui disait qu'il y a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui font des vasectomies par peur justement de se retrouver avec un enfant dans le dos. Donc, on voit à quel point les relations hommes-femmes s'améliorent. Hein. Oui, mais on peut mettre du sperme de côté dont on est le seul propriétaire, si je puis dire. Oui, et puis c'est devenu un peu réversible aujourd'hui, la vasectomie aussi, pareil. Oui. J'ai dit, il paraît. Hein. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que la cryoconservation, non pas folliculaire, mais là, du sperme, normalement, c'est possible. Plus que possible. Oui. C'est même entré dans les mœurs. Bon, en tout cas, oui. Sylvie, moi, je trouve que c'est très respectable d'avoir. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu d'enfant, donc. J'ai pas eu d'enfant. Je regrette pas. Hein, je regrette pas du tout parce que après, on s'est séparés et puis toute seule, j'aurais pas voulu. Je voulais élever un enfant à deux. Voilà, c'était l'idée. Bon, après, on n'en voulait pas et je respectais, quoi. Hein. C'était pas possible autrement que de respecter. Sinon il fallait mieux se séparer, quoi. Et voilà. Donc je regrette pas du tout. Je suis très heureuse sans enfant. C'est vrai que il y a des enfants autour chez les copines. Elles m'en ont souvent donné à garder. Donc le désir d'enfant
C'est pas un souci, quoi, je veux dire. Mais je pense que pour certaines femmes, ce qui semble pas être votre cas, puisque on entend bien dans votre témoignage que c'est pas le drame de votre vie, je crois que pour certaines femmes, le désir d'enfant est irrépressible, et je pense que même amoureuse, vous auriez quitté cet homme si ce désir d'enfant avait été si fort. Après, je l'ai quitté. Effectivement, j'ai fait une demande d'adoption, mais alors c'est une autre sujet que j'ai pas mené à terme, effectivement, parce que j'étais déjà très âgée. Mais effectivement, il faut, pour certaines personnes, il faut du temps pour comprendre. J'en fais partie. Oui, bien sûr. Mais bien je sûr. regrette pas. Je veux dire, je regrette pas. Je regrette pas du tout d'avoir vécu comme ça, et je regrette pas de pas en avoir. Je veux dire, c'est comme ça. C'est ma vie, quoi. Écoutez, moi, je ne peux qu'encourager de toute façon qui que ce soit à ne jamais regretter ce qu'on a fait dans sa vie et les choix qu'on a fait, parce que les regrets, ça ne sert à rien, et si ce n'est à nous pourrir la vie. Voilà, je voulais juste témoigner de ça, quoi. Mais je pense que on a maintenant tous les moyens de contraception qui existent, qui sont. Et moi, dès l'âge de 13 ans, dès que la pilule est sortie, ma mère m'avait dit tu prends la pilule, hein, surtout, hein, parce que moi j'ai fait tellement d'avortements. Donc je pense que un enfant c'est bien qu'on se fait désirer aussi, et c'était ça mon idée, quoi. Et je préférais pas en avoir que d'avoir un enfant qui soit pas voulu à deux, quoi. Voilà. Mais parce que vous êtes une grande amoureuse, avec tout ce que ça comporte de positif, hein, d'ailleurs, parce que je crois, après moi j'ai pas d'avis non plus sur les bonnes raisons d'avoir des enfants et les mauvaises, mais moi j'adore quand c'est un enfant qu'on a envie d'avoir parce qu'on est dans une relation d'amour et qu'on a envie qu'il existe une création de cet amour. C'est quand même ça, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord, Christian ? Oui, mais on l'entend. Non, si, c'est magnifique par rapport à la femme, mais je pense que l'homme est dans la même situation. Oui, mais c'est quand je parle bien du couple, oui. Même l'individu. C'est-à-dire qu'il y en a un dans le couple qui peut être plus ou moins chaud, si je puis dire, à faire un enfant. Mais l'autre peut avoir un désir très fort, et si on décide d'être en couple, eh bien, en général, je pense qu'il est souhaitable j'allais dire faire plaisir, c'est pas le mot. C'est-à-dire, si on aime suffisamment, ça fait partie de ce qu'on peut offrir à l'autre. Oui, et ce que je voulais dire d'ailleurs, puisque Sylvie, vous parlez de votre compagnon qui ne désirait pas en avoir d'autres alors qu'il avait déjà une fille, je crois qu'il y a chez l'homme souvent le non-désir d'enfant n'est pas forcément quelque chose de totalement définitif. Et parfois c'est pas mal. Alors bon, c'est vous de toute façon l'histoire est derrière vous, mais ça peut être intéressant justement d'aller consulter à deux sur ce non-désir d'enfant, et parfois ça peut lever un non-désir qui en fait n'est pas réellement un non-désir. Dans ce cas précis, en fait, il avait été marqué, il avait perdu sa sœur qui était morte en accouchant, donc là, il n'y avait même pas discuté, quoi. Oui, il avait réellement, c'était tout à fait explicable, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, c'est tout à fait explicable, mais c'est un peu stupide aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu de femmes qui meurent en mettant au monde un enfant, donc la probabilité que ça vous arrive, que vous perdiez la vie au moment où vous mettez votre enfant au monde, elle était quand même très très faible. Donc vous voyez bien que c'était une croyance qui ne reposait pas sur une réalité. Vous voyez, j'entends sa peur et je la respecte et je la comprends, mais elle n'est pas réelle. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit bien que dans son cas, ça aurait pu être intéressant d'aller analyser ça plus profondément. Mais vous avez tout à fait raison. La mortalité en couche aujourd'hui n'est pas une cause importante de mortalité tout court. C'est-à-dire que prendre quelqu'un dans sa voiture, c'est lui faire courir plus que de risques de lui faire un enfant, si je puis dire. Voilà, donc c'était. En attendant, j'entends bien sa peur totalement fondée sur une expérience, mais attention aux croyances qui parfois nous empêchent d'oser faire des choses ou d'oser faire des choix. Ça s'appelle un alibi.
Si vous voulez, appelons ça un alibi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas de regrets, que vous êtes heureuse et que vous avez plaisir à vous occuper d'enfants qui ne sont pas les vôtres. Donc tout va bien. C'est clair. Parce que c'est ça aussi. Moi, j'aime pas non plus les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont une sorte de revendication qu'il faut plus faire d'enfants. C'est insupportable aussi, parce que laissons à chacune le choix. Hein. Allez. Oui. Merci. Merci à vous, Sylvie. Merci beaucoup. On se quitte un court instant. On revient pour le sexo-conseil. Que faire face à une femme qui ne peut jouir que seule? Vaste débat, n'est-ce pas? On voit ça dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, Christian Jamin, on le sait, il y a des femmes qui ne peuvent pas jouir avec un homme, qui jouissent en se masturbant ou avec un jouet. On va d'ailleurs parler d'un jouet dans un instant. Et donc, certaines femmes ont en place un comportement qui leur permet d'obtenir l'orgasme par masturbation et qui ne parviennent pas à l'orgasme avec un homme. Alors, on va rester positif, comme toujours dans cette émission. Ces femmes arrivent à un orgasme. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et ça veut dire qu'il y a donc un but qui peut permettre que ça fonctionne. Alors certes, ça va être un chemin long, mais à l'arrivée, il peut y avoir une récompense. Alors, malheureusement, 7 à 8% des femmes n'ont jamais réussi à atteindre l'orgasme. Ça, c'est que ce soit seul ou avec un homme ou avec... j'allais dire avec un chien, n'importe quoi. Bref, donc ce qu'il faut, si la femme arrive à atteindre un orgasme, il faut changer le circuit de déclenchement de l'orgasme qui a été mis en place. La sexualité humaine, je le rappelle, c'est très cognitif. Donc ça veut dire qu'on peut changer un fonctionnement qui marche, mais on voudrait qu'il marche autrement. Alors donc il faut partir de ce qui fonctionne. Par exemple, si elle a besoin d'un vibromasseur, on utilise un vibromasseur lors du rapport. Si elle a besoin de ses mains, on la laisse se caresser pendant qu'on lui fait l'amour. Et peu à peu, vous allez lui laisser un peu plus de place, de manière à ce qu'elle obtienne le résultat de son orgasme. Et avec un peu de chance et puis un petit peu de temps, tout doucement, elle va arriver donc à jouir malgré que vous soyez en elle ou à côté d'elle. Et puis petit à petit, peut-être que vous commencerez à être aussi l'acteur de sa jouissance et les choses se remettront en place autrement. Et c'est vraiment important de comprendre que ça marche et qu'il faut donc être patient et y croire. Oui, mais puis je pense qu'il faudrait revenir sur la simultanéité obligatoire des orgasmes. Ça c'est ridicule. C'est ridicule, ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien être très heureux quand on fait l'amour et avoir un orgasme avant, après... Oui, et puis si on n'a pas un orgasme une fois, de temps en temps, quand on fait l'amour, du moment qu'on en a de temps en temps, c'est pas grave. Enfin, c'est pas... On mange pas dans les restaurants toujours très très bien. Non plus. On peut faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Oui. Alors là, je vous laisse interpréter ce que vous venez de dire. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, sinon, on vient d'en parler des jouets. Alors moi, j'ai l'impression que c'est un spermatozoïde géant, le petit jouet là que j'ai entre les mains. Et c'est Karine qui l'a reçu. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. œuf vibrant télécommandé.g, voilà comment ça s'appelle, et on le retrouve sur le site concordelove.fr. Bon, alors, Karine. Ça m'a parlé, ce que vous avez dit à l'instant, c'est que, moi, je jouis plus avec un homme qu'avec un jouet. Donc, voilà, ça c'est fait. Enfin, tant mieux pour vous et tant mieux pour l'homme. Mais en même temps, donc j'imagine qu'il n'a pas dû vous amuser tant que ça, ce jouet. Non, je trouve d'aspect, je trouve ça très sympa, très joli. Effectivement, ça ressemble à un spermatozoïde. La couleur, elle est girly, c'est un rose très pétant. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il vibre. J'allais dire de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'il vibre de la tête jusqu'à... Au bout de la queue. Voilà. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a servi de masseur. Ça m'a massé. Ça m'a massé, c'est agréable. Donc vous l'avez introduit dans le vagin, on est d'accord ? Pour le coup, moi j'ai tout essayé, puisqu'on m'a demandé tout.
Et tu as c'est bien Karine. Vous allez avoir, je ne sais pas quelle note vous donnerez, mais moi je vous donne 10 sur 10 pour le travail effectué de la main-d'œuvre. Donc du coup, j'ai essayé effectivement, vaginalement parlant, voilà, ça masse, il y a plusieurs vibrations, c'est agréable. Maintenant, oui, effectivement, c'est pas ça qui me fait monter au 7e ciel, ça c'est clair. D'accord. Bon. Et d'ailleurs, nettoyer, bien sûr, je me suis massé le visage avec, en fait, après. Ben oui, pourquoi pas. Mais oui, mais sur la peau, je trouve que c'est agréable. Moi, je trouve ça agréable. Donc voilà. Et puis, je voulais faire passer le message aussi que, en fait, son flagelle, là, sa queue, son flagelle, ou sa flagelle, je sais plus comment on dit, bref, ça masse aussi le clitoris du coup. Oui, bien sûr, oui. Et donc c'est... Oui. Non, j'étais en train de tester sur le visage. Oui. Voilà, excusez-moi pour le bruit, hein, c'est le vibromasseur qui... Oui, sur le visage, pourquoi pas. Oui. Moi, j'ai l'habitude de me masser le visage, donc je me disais, tiens, je vais essayer pour les vibrations, pour faire un peu, voilà. Et ouais, c'était ok. Moi, ça m'a convenu. Et puis quand alors je l'ai introduit au niveau vaginal, effectivement, la queue vous masse le clitoris et c'est plutôt agréable. Elle vibre pas beaucoup la queue quand même, hein. Moi, un petit peu. Ouais. Oui, si, un petit peu. Oui. Bon. Écoutez, en tout cas, il est marrant. Oui, c'est marrant. On peut s'amuser avec, on peut en faire des choses. Et puis, oui, c'est joli. Oui, et puis, il y a la télécommande. Donc, ce qui peut être rigolo aussi, c'est que monsieur peut s'amuser avec... Voilà. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester avec un monsieur, mais j'avais déjà testé un autre jouet du même ordre avec une télécommande. Et effectivement, par exemple, vous allez au resto où c'est hyper agréable, quoi. Parce que il y a le jeu. Entre les plats, hein, si on s'ennuie un peu, hein, on a de quoi s'amuser, d'accord. Donc, ça peut être agréable. En fait, le partenaire a le contrôle avec la télécommande et c'est assez, voilà, c'est euphorisant, on va dire. Bon, quelle note vous lui donnez alors? Allez, 7 ou 8, je vais dire 8. D'accord, 8 sur 10 pour... Alors, ce qui est intéressant, il n'est pas très cher, il est à 39,90 €. Et en plus, si vous vous appelez et que vous envoyez le code promo Sud Radio 15, vous avez 15% de réduction. Donc, ça fait un jouet relativement abordable aussi. Et on a vu qu'il y avait plusieurs choses à faire. En tout cas, cet œuf vibrant télécommandé My First, vous le retrouvez sur le site concordelove.fr. Et je précise, écoutez bien, que l'un d'entre vous peut gagner ce jouet. Et pour ça, il faut vous inscrire sur sudradio.fr. Mais en échange de ce jouet, il faudra accepter de participer à l'antenne dans une émission de votre choix, bien sûr. Merci beaucoup Karine, merci à vous. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte. Alors Christian, Julia c'est un peu la femme parfaite parce que c'est une maman, hein, vous avez eu 2 enfants et c'est une jouisseuse. Donc voilà. C'est une publicité là ou c'est... Alors achetez Julia Palombe en tapant le code. Non, c'était pour vous présenter Julia dans votre, dans ce qui pourrait paraître quelque chose d'assez contradictoire. Mais c'est très marrant que vous disiez ça, Brigitte, parce que justement, j'ai en tête cette phrase de Virginie Despentes qui est reprise par toute une génération où elle dit la femme parfaite n'existe pas. Et effectivement, je pense que c'est pas vrai. Elle existe. C'est une façon de décider chacun de quelle perfection on veut atteindre et aussi d'arrêter de s'essentialiser, hein, d'être réduite à être une mère ou alors une femme ou alors une maîtresse. Je pense qu'on peut avoir plusieurs nuances en soi et c'est ça qui est agréable. Bon, en tout cas, c'est évidemment de l'humour. Hein. Je sais bien que vous n'êtes pas parfaite. Vous seriez chiante si vous étiez parfaite. On le sait bien de toute façon. C'est pour ça qu'on vous aime, parce que vous n'êtes pas parfaite. Bon, en tout cas, votre spectacle
spectacle que vous avez lancé il y a déjà pas mal de temps continue à fonctionner. Ça s'appelle Fantaisie. C'est assez étonnant. Vous demandez au public, Christian Jamin, de marquer leur fantasme. Et puis, elle reçoit les petits billets en début du spectacle. Et sur scène, elle improvise sur les fantasmes du public. Et je sais que plusieurs personnes, moi, j'ai pas encore été vous voir. Je sais pas bien, je sais. Je sais que beaucoup de mes invités ont été vous voir. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel et ça marche bien, puisque là, je sais qu'on nous écoute à Lyon maintenant. Sud Radio est écouté à Lyon et je salue tous les Lyonnaises et Lyonnais qui nous écoutent. Eh bien, c'est demain soir et jeudi que vous allez jouer à Lyon. Oui, je joue au Boudoir à Lyon. C'est une salle tout à fait glamour à souhait. C'est au 15 rue de Condé. C'est la première fois que je viens dans cette salle, mais je suis ravie de rencontrer les Lyonnaises et les Lyonnais. Et effectivement, vous venez de le dire, c'est un spectacle qui est unique chaque soir. Donc c'est très excitant, très aussi enthousiasmant. Ça peut aussi évidemment vous donner des idées. Je crois que quel que soit votre fantasme, qu'il soit romantique, poétique, politique, trash, BDSM, amoureux, passionné, eh bien, vous avez une grande chance de le retrouver dans le spectacle. Et ça peut être aussi très sympa pour ne serait-ce qu'aussi ouvrir la brèche de la discussion avec votre amoureuse ou votre amoureux. Par exemple, vous auriez un fantasme là, comme ça, qui vous vient, Christian ? Être avec une Lyonnaise des eaux. Okay. Vous voulez venir avec moi demain, c'est ça ? Donc avec une Lyonnaise qui serait femme fontaine. C'est ce que je voulais dire. C'était censé être drôle. Oui. J'ai bien compris. Les femmes fontaines sont aussi dans la salle avec nous ce soir. Donc un homme qui a comme fantasme de rencontrer une femme fontaine, qu'est-ce que vous jouiriez sur scène ? Peut-être je vais lui proposer de mettre ses brassards déjà, histoire qu'il sache un petit peu nager en eau trouble. Peut-être, en tout cas, c'est amusant de se rendre compte évidemment que les hommes ont toujours un peu peur des femmes fontaines, et quand ils en rencontrent une, souvent ça les excite à mort. Ils sont très fiers d'avoir provoqué les vagues de madame. Parce qu'ils ont la preuve qu'elle a joui. Parce que pour eux, une femme fontaine, c'est forcément une femme qui a joui, alors que c'est pas systématique. Exactement. Je veux pas leur casser leur rêve. Allons bon. Je ne reviendrai plus. Et il y a beaucoup de femmes qui voudraient aussi et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'expérimenter cette chose-là. Donc évidemment, pas de pression, si j'ose dire. Les barrages sautent souvent sans qu'on au moment où on s'y attend. Voilà, au moment où on arrête de vouloir absolument traverser la rive, on la traverse et c'est très bien comme ça. Et les digues sautent. Et quel serait le fantasme le plus original, exceptionnel qu'on vous ait donné, même si je pense que c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Alors c'est très étonnant parce que vraiment il y a une fantasmagorie qui est dingue, qui se déploie dans ce spectacle. Je crois que c'est aussi le fait qu'ils écrivent avec un crayon et un papier. Et c'est anonyme. C'est anonyme, donc ils ont une liberté totale. Et donc il y a des fantasmes extraordinairement fantastiques, tu sais, un peu psychédéliques, avec des extraterrestres sur Mars, sur Neptune, etc. Il y a évidemment souvent une multitude de personnages dans les fantasmes. C'est l'occasion, de démultiplier souvent son partenaire. C'est vrai que le doigt d'E.T., ça doit pas être mal. Le doigt d'E.T. mais il y a eu aussi, il y a des fantasmes qui sont irréalisables dans la réalité. C'est aussi d'ailleurs le propre du fantasme. Il y en a qui sont réalisables, d'autres non. Et il y en avait un qui était quand même marrant, même s'il n'est pas réalisable. C'était là, le week-end dernier à Montauban. J'avais un fantasme qui disait faire l'amour dans un grand lit avec plusieurs petits Yorkshire affamés. Alors écoutez, je sais pas si. Est-ce qu'ils ont des dents, les petits Yorkshire ? Est-ce qu'ils ont appris à faire ça sans mordre, parce que sinon ça va être compliqué pour messieurs. C'est assez étonnant. Mais c'est drôle. Il travaillait peut-être pour la SPA, je ne sais pas. Peut-être. Il avait en tout cas un petit penchant pour le fantasme zoophile. Je crois que c'est marrant justement Écoutez, de ne pas faire de secret, de ne pas nier, de ne pas cacher ces choses-là. Non, mais surtout quand le fantasme. Ce qui est formidable, en effet, c'est que le fantasme, c'est un fantasme, et il n'y a pas à juger. Éventuellement, un passage à l'acte pourrait être critiquable et jugeable, mais le fantasme, on a le droit d'avoir tous les fantasmes qu'on veut. Oui, et puis ça permet de le dire. Bon, c'est moi qui le dis, donc ne vous inquiétez pas, c'est moi qui lis, c'est moi qui prends toutes les responsabilités, mais ça permet de faire sortir aussi toutes les idées qu'il y a derrière, toutes
toutes les émotions qu'il y a derrière. Et même quand le fantasme est monstrueux, surtout s'il est monstrueux, c'est bien qu'il sorte, parce que ça permet d'avoir la contradiction et de se reprendre la main dessus et justement de dire ce que vous venez finalement de dire, c'est-à-dire dans l'action, nous sommes responsables de l'action, mais le fantasme, avant qu'il soit réalisé, c'est un fantôme. Bien sûr. On n'a pas peur des fantômes. Moi, ça fait partie de mes fantasmes, faire l'amour avec un fantôme. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un truc qui me fait. C'est à cause des chaînes, ça, c'est pour être attaché. Ah bah non, parce que je le vois pas avec des chaînes. Moi, je le vois avec un truc blanc, comme quoi. Moi aussi. Vous aussi. Moi aussi, je vois avec un truc blanc. On doit avoir le vous en même. parlez. Alors. Moi, je veux bien faire l'amour avec Brigitte et un fantôme, puisqu'on y est. Allons-y. Qu'on me donne un drap immédiatement. Bien vu. Ah oui, mais moi, je le vois très. Mais pourquoi pas. Ne suis-je pas évanescent? Ne suis-je pas élancée? Bon, en tout cas, Julia Palombe, donc, on la retrouve demain soir et jeudi soir à Lyon dans ce spectacle Fantaisie. Vous allez évidemment sur Internet si vous voulez vous inscrire. Sur le site de Au Boudoir et sur mon site aussi juliapalombe.com et d'ailleurs, les Parisiens qui peut-être sont jaloux là en nous justement, écoutant. J'allais le signaler. Vous revenez à Paris, à la Contrescarpe, à partir du 9 mars. Exactement. Voilà. Bravo Julia Palombe. Restez Merci comme Brigitte. vous êtes. Merci à vous. Une petite pause et on va revenir sur le désir d'enfant. Avec Philippe Breneau, demain nous parlerons de l'ivresse et de l'amour. L'ivresse joue-t-elle un rôle important dans la sensualité? Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à revenir, enfin nous revenons sur cette question du désir, du non-désir d'enfant avec Christian Jamin qui est avec nous. Vous l'avez dit, je crois qu'on va le redire avant de conclure cette émission. Attention, la fertilité des femmes n'est pas diminue très vite, et donc c'est important de se poser la question avant 35 ans, on va dire. D'abord, ça prend du temps d'être enceinte, souvent. J'allais dire, le plus tôt est le mieux. Mais on sait que la fertilité baisse de manière plus rapide à partir de 38 ans, pour devenir très faible au-delà de 42. Car à 42 ans, il y a quasiment plus d'enfants, sauf exception. Mais donc, il faut en avoir conscience. Après, chacun son choix, mais il faut en avoir conscience. Et il faut lutter contre les fake news, les fausses informations qu'on a souvent, parce qu'on connaît quelqu'un qui a eu un enfant à 45 ans, à 50 ans. J'ai vu des grossesses spontanées à 50 ans, mais c'est absolument exceptionnel. Oui, il ne faut pas se baser sur ça. Ingrid, merci d'être avec nous. Vous êtes mère de 2 enfants, je crois, mais vous avez envie de réagir sur sur les médias, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, moi, mon avis est très tranché sur tous les sujets que vous venez d'aborder, notamment le fait que des jeunes personnes aujourd'hui n'aient pas forcément l'envie d'avoir des enfants. Alors, pour ma part, je pense que les médias nous culpabilisent beaucoup. La surpopulation, l'environnement, la consommation, les déchets sur les couches, enfin tout ça, et l'antimasculinité qu'on voit, qui pour ma part est importante, me gêne beaucoup, et j'ai simplement envie de faire passer un message, moi qui suis maman, qui suis indépendante dans le travail, qui ai toujours été femme, je suis mariée, je suis très heureuse avec mon mari, j'ai toujours su gérer l'intégralité de tout ça. On arrive à éduquer les enfants aussi sur la consommation, sur les déchets, sur tout ça. Et même en temps de guerre, on a toujours eu des enfants. Donc, pour celles qui peuvent en avoir, celles qui veulent en avoir, bien entendu, des fois, j'ai envie de dire, arrêtez la télé, arrêtez de culpabiliser tout le monde, pas vous, bien évidemment, mais il faut qu'on arrive à garder le libre arbitre. L'humanité, c'est quelque chose de beau. Les enfants, quand on a la chance d'en avoir, c'est merveilleux, quels que soient les âges. On se régale du nourrisson à l'âge adulte. Il y a des difficultés à relever, bien évidemment. Il y a une éducation à donner.
Mais franchement, enfin voilà, oui. Alors moi, ça me fait réagir et je pense que Christian Jamin va être ravi de m'entendre dire ça. Je crois qu'on est en effet dans une société actuellement très narcissique et qui a tendance à vouloir individualiser à extrême chacun. Et ça c'est grave parce qu'en effet, ne pas avoir d'enfants pour ces raisons-là, si elles ne sont pas réellement personnelles, c'est dommage, quoi. Oui. Oui, mais c'est vrai pour tout. Hein. C'était mieux avant. On entend, c'était pas mieux avant. Actuellement, c'est pénible. Hein, oui. C'est très pénible parce que ce qui est bien, c'est maintenant, c'est ce qu'on en fait. Hein, et quelles que soient les circonstances, il y a eu dans des moments épouvantables pendant les guerres des gens qui ont été heureux. Donc oui, je ne pense pas que c'était mieux avant. C'est le choix du bonheur de l'instant. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on soit tous capables de faire. Oui, et puis, enfin, je veux dire, c'est bien, comme vous dites, vous avez eu des enfants, vous en avez eu 2, vous êtes en couple, vous avez su les élever, vous les avez éduqués dans le monde dans lequel on est, hein, avec la vision du monde actuel, tout va bien, quoi, je veux dire. Exactement. Alors moi, j'ai un petit sentiment, mais qui est personnel, peut-être que vous allez partager ou pas. J'ai l'impression qu'on s'est attaqué à l'homme en tant qu'homme, à la virilité, la masculinité. Et je trouve qu'on a glissé petit à petit vers maintenant, c'est les enfants. Ben non, mais on en a marre, laissez-nous vivre en fait. On a le droit de vivre, on a le droit d'être viril pour les hommes, on a le droit d'être féminine pour les femmes, on a le droit d'être mère aussi, Enfin voilà, moi j'ai ce sentiment vraiment qu'on s'attaque à, il y a, je pense, des choses beaucoup plus graves à gérer. Là où vous avez raison, il y a quand même actuellement une tendance à être anti-mec et que finalement les femmes bientôt pourraient faire toutes seules des enfants et puis on n'a plus besoin des hommes. Ça c'est quand même un peu triste. Non, un enfant il a vraiment besoin de toutes les âges possibles. C'est hyper important pour ma part. À mes yeux, à moi. Moi, je vis tous les jours des femmes qui se plaignent que les hommes ont peur. Ah oui, mais on leur fait peur. Oui, on leur fait peur. Ils préfèrent la bière et le foot maintenant que de prendre des risques. On est d'accord. Pourquoi mon mari rentre plus Ben oui, mais si t'arrêtais de l'ennuyer, il rentrerait un peu plus souvent. Oui, donc les hommes ont peur. C'est normal. Et je les comprends. C'est-à-dire que les femmes deviennent très exigeantes. Alors, il y en a certaines, on peut le comprendre, elles ont subi des choses terribles dans l'enfance à cause de peut-être d'un père, d'un beau-père, d'un grand-père, etc. Mais il y a une sorte de une globalisation qui est désagréable. Les cons, ça a toujours existé, excusez-moi, comme disait Brassens. Mais bien sûr. Les cons, ça existe, mais c'est pas une raison pour que tout le monde le soit, au contraire. Et puis les garces, ça existe aussi. Donc je pense que la balle est au centre, si je puis dire. Non, votre témoignage est très beau, Ingrid, et vous avez raison. Vous avez bien dit. L'idéal, c'est quand même d'être en couple et d'avoir des enfants et de s'aimer, et puis l'idéal, je veux dire. Quand on a des enfants, c'est mieux d'être en couple et d'avoir un homme qui assume sa part, comme vous assumez la vôtre. Donc, merci de ce témoignage pour conclure. C'est pas mal. C'est pas mal idée de venir juste à la fin là pour remettre les points sur les i. N'est-ce pas? Voilà, c'est vrai. Et puis, je crois encore une fois que la majorité des hommes sont aussi bien des bons pères que la majorité des femmes sont des bonnes mères. Il n'y a pas, il n'y a pas. D'ailleurs, il y avait des études qui ont été faites et que la manière d'éduquer un enfant n'est pas la même du côté masculin que du côté féminin. Curieusement, il y a des différences qui sont... curieusement, c'est idiot ce que je dis, mais il y a des différences. Donc, c'est intéressant aussi pour un enfant d'avoir deux manières d'être éduqué, Oui, mais in fine, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il faut avoir la liberté d'être en couple, il faut aussi avoir la liberté d'assumer si on veut un enfant tout seul. Merci Ingrid, en tout cas. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis
plus à l'antenne. Bon, eh ben alors, on vous laisse tranquille. Donc, bon, écoutez, Christian Jamin, on a eu des témoignages assez variés, hein, de femmes qui ont eu des enfants, d'autres qui n'en ont pas eu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le témoignage que vous vouliez avoir, la femme qui fait le choix réellement, dans son âme et conscience, de ne pas avoir d'enfant. Oui, d'abord, et puis, bon, alors vous allez dire que je suis un peu obsessionnel, mais on n'a parlé que d'individus. On n'a pas parlé de société. Et ça, pour moi, c'est très nouveau, parce que la société a fait partie de tous les discours depuis des millénaires, alors qu'aujourd'hui, et c'est comme ça, hein, on n'a parlé que de choix individuels. Oui, mais je crois que cette éco-anxiété dont on nous rabâche beaucoup les oreilles a en effet des effets assez négatifs sur la société et sur une civilisation humaine. Il me semble, hein, en tout cas. Oui, il y avait la religion, où il y avait le groupe, si je puis dire, et puis le patriotisme, le choix sociétal, etc. Et tout ça semble avoir disparu de nos discussions. Oui. On en reparlera. Non, mais allez-y, il vous reste une minute. Mais dites ce que vous avez envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes heureux parce que nous sommes un groupe humain qui a choisi la liberté, qui a choisi le bonheur, qui a choisi tout ça. Et en fait, le contre-coup de tout ça, c'est que en fait, on a transposé la construction humaine d'un groupe vers des individus qui ont oublié d'où ils viennent. Oui, mais vous avez raison. Il y a la famille qui avant était très très importante et qui faisait qu'on n'était jamais seul puisqu'il y avait la famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la famille, elle est dispersée, et tout ça fait que beaucoup de gens sont très seuls aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très embêtant. Que la solidarité vient du groupe. Absolument. Et c'est vrai que... Et notre société est une société extrêmement solidaire, à la fois sur le plan fiscal, de politique, etc. Donc, ce qui me frappe, moi, et c'est une réflexion personnelle, c'est que, à force de solidarité, on devient isolé. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, ce sera votre conclusion, Christian Jamin. Mais en tout cas, je pense que tout ce qu'on a entendu permettra à chacun de faire sa propre réflexion, et c'était un peu le but aussi de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Breneau, qui est à la fois sexologue, certes, mais qui est également anthropologue. Et on va parler de l'amour, la sensualité et le vin. Pourquoi le vin joue un rôle si important lorsqu'on parle de sensualité, d'ivresse, hein, parce que le terme l'ivresse est un terme que l'on peut voir sur le côté négatif quand on est natro-bu, mais c'est aussi un terme magnifique lorsqu'on est dans le plaisir de la chair. Voilà, et vous allez voir, c'est très intéressant, l'histoire de cette ivresse depuis la nuit des temps. Ce sera le vous terme. Transmettrez toute mon amitié à Bruno, s'il vous plaît. On n'y manquera pas, n'est-ce pas? Merci beaucoup Christian Jamin, merci à vous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.